24 mai 2000. Il est 11h34 du matin lorsque Curtis Brown débarque aux urgences pour demander de l'aide. Son pote vient de se faire tirer dessus à quelques kilomètres de là, et son ami qui a perdu beaucoup de sang est toujours à l'arrière de la voiture garée devant l'entrée de l'hôpital. Par miracle, il est encore conscient alors qu'il s'est pris 9 balles, et fort heureusement, il survivra à cette attaque d'une extrême violence dont il parlera plus tard dans un de ses morceaux aujourd'hui devenu légendaire, Many Men. Many men wish death upon me. Blood in my eye, dog, and I can't see. Pussy niggas put money on my head, gone. Get your refund, motherfucker, I ain't dead. Considéré par beaucoup comme une des histoires les plus mythiques du rap américain, depuis plus de 20 ans, la tentative d'assassinat contre 50 Cent continue de faire couler beaucoup d'encre, et même si officiellement, cette affaire n'a jamais été résolue par les autorités, ceux qui savent, savent. Did you ever find out who did it? Yeah, I knew who did it shortly after. Yeah. And they are now where? Oh, the guy who actually shot me is dead. Pourquoi 50 Cent s'est-il retrouvé à l'arrière d'une voiture, le corps criblé de balles, à lutter pour sa vie? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Pour bien comprendre, on doit revenir plus de 20 ans en arrière. Nous sommes en 1999, ça fait maintenant près de 3 ans que 50 Cent se consacre à sa carrière musicale, dans l'espoir d'offrir un avenir meilleur à sa famille, et à ce moment-là, ça semble plutôt bien parti, étant donné qu'il vient de signer chez Columbia Records, un gros label américain appartenant à Sony. Durant cette période, il travaille sur son premier album, dont la sortie est prévue pour l'année suivante. Le premier single, How to Rob, sorti en août 1999, va d'ailleurs beaucoup faire parler dans le milieu de la musique, puisque dans ce titre, il s'imagine en train de braquer et de voler près d'une cinquantaine d'artistes, dont la majorité sont des rappeurs. What jigga just sold like 4 milli, got something to live for. Don't want a nigga putting four through that Bentley coupe dope. Puis lorsqu'en octobre de cette même année, il balance le troisième single intitulé Your Life's on the Line, il profite du morceau pour envoyer des pics au rappeur Ja Rule, considéré à l'époque comme une des nouvelles étoiles montantes du rap new-yorkais. Dans cette chanson, 50 se moque ouvertement de Ja et de son entourage du label Murder Inc, qu'il estime être des faux gangsters. Murder, I don't believe you. Murder, murder, your life's on the line. À savoir qu'à ce moment-là, des tensions entre 50 Cent et Ja Rule existent depuis quelques temps, mais c'est bel et bien ce single qui met officiellement le feu aux poudres entre les deux rappeurs. Leur clash va d'ailleurs dégénérer très rapidement, puisque durant les mois suivants, de violentes altercations les opposent, dont une au cours de laquelle 50 est même poignardé par un des gars de Murder Inc. Et le truc, c'est que c'est en grande partie à cause de cette embrouille que 50 Cent va s'attirer de sérieux ennuis, car dans l'entourage qui gravite autour du label Murder Inc., il y a des individus peu recommandables, notamment un certain Kenneth McGriff, plus connu dans la rue sous le nom de Supreme, qui dans les années 80 était à la tête de la Supreme Team, un des plus gros réseaux de trafic de drogue new-yorkais qui écoulait le crack par dizaines de kilos. Supreme Team was one of the most notorious conglomerates in the country. Supreme was the boss. I was selling 10 to 15 keys a week. We were branching out all over. En 1987, Supreme sera d'ailleurs arrêté, puis incarcéré pendant plusieurs années, et lorsqu'en 1997, il est finalement libéré de prison, il décide de s'associer à Murder Inc. pour avoir un pied dans l'industrie musicale, et pas seulement dans la rue. Du coup, forcément, quand leur label entre en guerre contre 50 peu de temps après, même si initialement, Supreme n'est pas directement impliqué, cette histoire va rapidement prendre une tournure très sombre. Avant que ça ne parte en vrille, il faut savoir que 50 Cent et Supreme se connaissent plutôt bien, parce qu'ils sont tous les deux originaires du quartier South Jamaica, dans l'arrondissement du Queens à New York. Donc lorsque l'embrouille avec Ja Rule éclate, dans un premier temps, Supreme tente d'apaiser les tensions, en demandant à plusieurs reprises à 50 de laisser Murder Inc. tranquille, car c'est mauvais pour ses affaires. Lui et d'autres gars influents de leur quartier iront même jusqu'à organiser une réunion dans l'objectif de calmer la situation entre les deux rappeurs, sauf que 50 Cent ne se pointera pas au rendez-vous. Un incident qui marque un tournant dans leur relation, puisque Supreme considère ça comme un véritable manque de respect, et quand au début de l'année 2000, le morceau Get Up Around, enregistré l'année précédente, fuite et tourne dans les rues de New York, sans le savoir, 50 signe son arrêt de mort, car dans ce titre, il mentionne les noms de plusieurs gangsters de son quartier, et bien évidemment, Supreme y est cité. Yo, when you hear talk of the South Side, you hear talk of the team. You niggas fear Prince and respected Prince. For you slow motherfuckers, I'ma break it down iller. Supreme was a businessman and Prince was the killer. Autant dire que Supreme n'apprécie pas du tout le fait que lui et son organisation criminelle soient mentionnés dans cette chanson, et à partir de ce moment-là, en plus d'être une nuisance évidente pour ses activités, 50 Cent est désormais perçu aussi comme un potentiel danger et un problème à régler. Du coup, durant les semaines suivantes, sa tête est carrément mise à prix, et Supreme finit par embaucher un certain Daryl Baum, plus connu dans la rue sous le nom de Homicide ou Homo, pour faire le sale boulot. Dans la matinée du 24 mai 2000, un peu après 11h, un pote de 50 Cent passe le chercher chez sa grand-mère. Et alors qu'ils sont tous les deux posés dans la voiture et discutent tranquillement avant de prendre la route, un autre véhicule approche lentement et s'arrête à proximité. Sans un bruit, Homo sort et fait discrètement le tour par l'arrière, une arme à la main.
Puis lorsqu'il arrive au niveau de la vitre baissée où est assis 50, il vide son chargeur presque à bout portant avant de prendre la fuite. 50 Cent est touché à 9 reprises dans les hanches, les jambes, le bras, la main et la joue. Dans la foulée, son pote qui est au volant fonce vers l'hôpital le plus proche en priant pour qu'il ne soit pas déjà trop tard. Pendant le trajet, malgré le fait que 50 soit grièvement blessé, il est toujours conscient et miraculeusement, après une longue intervention chirurgicale, les médecins réussissent à le sauver. 50 Cent restera néanmoins marqué par cette tentative de meurtre contre lui pendant un bon moment, puisqu'il mettra des semaines avant de pouvoir remarcher et près de 6 mois pour récupérer complètement. En toute logique, suite à la violence de l'attaque, il traverse également une période difficile psychologiquement. After the actual shooting, a portion of me actually being afraid and experience because I was hurt. Et c'est pas tout, car sur le plan musical, 50 vit une véritable traversée du désert pendant quelques temps, étant donné que désormais dans le milieu de la musique, personne ne veut être associé à lui de quelque manière que ce soit, à cause du danger qu'il représente et des pressions exercées par Murder Inc., au point où Columbia Records va même le lâcher et annule carrément la sortie de son premier album. Mais en dépit de toutes ces épreuves, 50 Cent persévère, et ce qu'il réussira à accomplir par la suite est tout simplement hors du commun. Suite au boycott qu'il subit de la part de l'industrie musicale, en 2002, 50 signe finalement chez Shady Aftermath, les labels d'Eminem et Dr. Dre, et le 6 février 2003, il sort son premier album, Get Rich or Die Trying. Le projet rencontre un succès monstrueux et sera même plus tard certifié 9 fois platine aux États-Unis, notamment grâce à des hits comme In Da Club, Many Men ou encore PIMP. Dans le morceau Many Men, 50 fait d'ailleurs plusieurs références à la tentative d'assassinat dont il a été victime, et il mentionne notamment le sort qui a été réservé à Homo, le tireur embauché par Supreme. In the Bible it says, what goes around comes around. Homo shot me, 3 weeks later he got shot down. Now it's clear that I'm here for a real reason, cause he got hit like I got hit, but he ain't fucking breathing. Il se trouve que dans la nuit du 10 juin 2000, soit un peu moins de 3 semaines après la tentative de meurtre contre 50 Cent, Homo est assassiné dans le cadre d'une guerre entre des gangs new-yorkais qui n'a aucun lien avec 50. De son côté, Supreme lui a été condamné en 2007 à la prison à perpétuité pour une autre affaire de meurtre et trafic de drogue, un scénario digne d'un film hollywoodien, surtout quand on réalise que ce jour-là, en 2000, 50 Cent n'est passé qu'à quelques centimètres de la mort, le même 50 qui 20 ans plus tard est considéré comme une véritable légende du hip-hop et qui, il y a seulement quelques mois, partageait la scène avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et Eminem lors du show à la mi-temps du Super Bowl. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment 6ix9ine a saboté sa carrière musicale, ou celle-ci qui explique pourquoi, enfant, Jay-Z a tiré sur son propre frère.